Bonjour! Si tu regardes nos vidéos, tu aimes certainement les belles histoires. Mais les meilleures histoires sont celles basées sur des événements réels. Aujourd'hui, on va te parler du sort d'un des plus grands boxeurs de notre temps, que des cinéastes ont transformé en un biopic spectaculaire. L'histoire commence avec Iron Mike, assis seul sur un quai. On y reviendra plus tard, mais pour l'instant on va revenir sur son enfance. Quand il était gosse, Tyson traînait avec les Bad Boys. Il l'encourageait à faire des agressions à main armée et à voler. L'ambiance à la maison n'était pas non plus super joyeuse. Les enfants voyaient à peine leur mère, et le seul refuge que Mike avait, c'était une cage avec ses pigeons bien aimés. Le garçon est envoyé dans une école spéciale pour jeunes délinquants dans l'état de New York. Quelques années passent. Teddy Atlas, un jeune entraîneur, demande au légendaire Cus D'Amato, son mentor, de regarder un boxeur se battre au Catskill City Club. Il avertit l'entraîneur âgé que le combattant est un adolescent troublé. Il a déjà été arrêté plus de 40 fois. Dans la salle d'entraînement, Cus observe le jeune Tyson se battre contre un boxeur expérimenté. Il est impressionné par la force de l'athlète, même si le garçon n'a absolument aucun style. Cus décide d'ignorer le passé compliqué du jeune homme et de le prendre sous sa tutelle. Mike commence à vivre dans la maison avec Cus et Camille, sa conjointe. Tous les jours, le gamin se réveille avant l'aube, fait du jogging, puis part s'entraîner au club de boxe. Le soir, son mentor l'emmène voir des boxeurs célèbres comme Rocky Marciano et Joe Louis, et il lui donne toutes les connaissances et les techniques qui s'accumulent au fil des années. Quelques mois passent comme ça. Puis Mike apprend une nouvelle choquante, sa mère est décédée. Tyson se rend dans sa ville natale de Brooklyn pour les funérailles, mais il n'y reste pas longtemps. Il retourne à Catskill où il déplace ses pigeons et il continue à s'entraîner sous la supervision stricte de Cus. Il prépare le garçon à devenir champion et à remporter les premiers Jeux Olympiques juniors de sa vie. Et pour sa bonne chance, il lui offre un pendentif qui lui a été donné par Mohamed Ali lui-même. 1982. Le jour de la compétition est arrivé. Dans le vestiaire, avant le combat, Mike a une crise de panique. Il est sûr qu'il va perdre au premier tour, mais l'entraîneur Teddy lui rappelle de transformer sa peur, d'en faire son arme, et qu'il n'y a personne comme lui aux Jeux Olympiques. C'est ce qu'il fallait à Tyson, et le Dynamite Kid entre dans le ring sans plus hésiter. Teddy appelle tout de suite Cus et lui dit que Mike a réussi à assommer son adversaire en un temps record de 8 secondes. Quand le boxeur arrive chez lui avec une médaille olympique, son mentor lui demande inopinément de devenir le fils adoptif de lui et Camille. Mike accepte sans hésiter et il n'arrive pas à en croire sa chance. Bientôt, Cus présente son fils nouvellement adopté à deux managers, Bill Clayton et Jimmy Jacobs. Le vieil homme promet qu'ils deviendront les meilleurs amis du boxeur et qu'ils le garderont loin des ennuis. Sauf que Tyson les cherche tellement ces ennuis qu'il n'arrive pas toujours à l'en empêcher. Par exemple, un jour, il sort pour faire le tour de la ville la nuit avec un ami du quartier. Le boxeur lui parle de ses succès, tout enthousiaste, mais son ami s'en moque. Il est convaincu que les managers blancs veulent juste arnaquer Tyson et que toutes leurs promesses ne serviront à rien. Mike sort de la voiture, court après quelques filles et quand elles disparaissent au coin de la rue, il court dans un petit magasin et provoque un vrai chaos. Le lendemain, Mike ne se présente pas à l'entraînement. Teddy réprimande Cus. Il lui dit que Tyson a de sérieux problèmes de discipline et il exige qu'il ne se fasse pas traiter différemment de tout autre sportif. Sauf que Cus est convaincu qu'il sait mieux former un vrai champion et il n'écoute pas les conseils de Teddy. Mais c'est là qu'une nouvelle finit par irriter le jeune entraîneur. Mike a essayé de séduire sa petite sœur. Il attend Tyson devant sa maison et lui interdit de s'approcher de sa famille. Mike rit et dit que les menaces ne lui feront pas peur. Puis Teddy tire un coup dans un arbre près de l'oreille de Tyson. Cus entend parler de ça et le lendemain matin, Teddy se fait virer. Sous la direction de son nouvel entraîneur, Kevin Rooney, Mike gagne combat après combat. Les journalistes veulent l'interviewer après chaque victoire et les journaux suivent de près son succès. Pendant ce temps-là, la santé de Cus commence à se détériorer considérablement. Un jour, il tousse tellement qu'il ne peut pas rester jusqu'à la fin du combat et il finit à l'hôpital. Mike arrive à la clinique juste après le combat et il voit son père adoptif mourir. Après la mort de son mentor, Mike semble perdre tout goût à ses entraînements et à la vie en général. Il laisse même ses pigeons s'envoler alors qu'il y tenait tellement. Quand le manager essaie de regarder les combats des autres avec Tyson, Tyson ne regarde même pas l'écran et il pleure car son père adoptif lui manque. Jimmy le calme en lui faisant savoir qu'il est prêt à prendre la place du mentor préféré de Mike. On est en 1986. Tyson combat un adversaire puissant, Trevor Berbick. Mike frappe son adversaire avec une force meurtrière et le force à terre 2 fois. Mais Trevor arrive quand même à se lever. La 3e fois suffira pour terrasser Trevor. Il se lève, titube, et l'arbitre arrête enfin le combat. À l'âge de 20 ans, Mike devient le plus jeune champion poids lourd de tous les temps. Parlant à la télévision, le champion dédie son triomphe à son mentor, Cus.
La personnalité de Mike devient de plus en plus insupportable. Il refuse de regarder les combats des autres, il exige de la nourriture spéciale et il est impoli envers tous les membres de son équipe. Sauf envers Jimmy, avec qui il partage la nouvelle qu'il a rencontrée, la plus belle et la plus intelligente des filles de sa vie. Une certaine Robin. Quand il apprend qu'ils se sont rencontrés pour la première fois à la télévision, le mentor n'arrive pas à s'arrêter de rire. Tyson ne se laisse pas faire, donc le soir même, il obtient le numéro de Robin Givens et l'appelle. Elle est flattée qu'un athlète aussi célèbre s'intéresse à elle et accepte de le rencontrer. Quand le boxeur entre sur le ring contre Tony Tucker, Robin et sa mère sont déjà assises au premier rang, regardant Iron Mike avec de l'amour dans les yeux. Pendant le combat, son adversaire parvient à faire l'incroyable. Il touche le menton de Tyson avec un uppercut au premier tour. Mike est en pleine défense et il est bien en dessous de son niveau habituel. Pendant la pause, Kevin dit à Tyson que Robin ne l'aimera que comme un champion, ce qui rend Mike furieux. Pendant les matchs qui suivent, il prend les dessus sur son adversaire et au deuxième tour, il arrive enfin à arracher la victoire et il devient le champion du poids lourd incontesté. Après un certain temps, Mike épouse Robin. Alors que sa femme bavarde avec les journalistes toute contente, il appelle sa mère adoptive Camille et lui annonce la bonne nouvelle. Elle se met à pleurer. Mike lui dit qu'il est désolé qu'ils aient gardé le mariage secret, car Robin est déjà enceinte de 3 mois. Mais ce n'est pas pour cette raison que Camille pleure. Apparemment, Jimmy est mort de leucémie. Mike se rend en Californie pour assister aux funérailles de son deuxième mentor. Là, il est accueilli par le célèbre promoteur Don King. Il commence à poser des questions provocatrices à Tyson. Demande s'il fait confiance à son manager Bill Clayton. King propose 5 combats faciles pour 5 millions chacun aux boxeurs, et Tyson lui répond qu'il y réfléchira. Au cimetière, Bill demande à Mike ce que King voulait de lui. Le boxeur lui parle de la proposition de King, mais il ne mentionne pas qu'il a promis d'y réfléchir. Peu après, il s'enfuit et se cache derrière une pierre tombale. Quand Kevin s'approche de lui, Tyson avoue qu'il est fatigué de tout ce chagrin. En plus de ça, il a l'impression que l'argent change ses relations avec les gens pour le pire. Une histoire sur Mike et Robin qui vivent maintenant dans un manoir de 6 millions de dollars est diffusée à la télévision. Dans ce film, la femme du boxeur raconte comment le gérant de Mike, Bill, a tenté de saboter leur mariage et de leur voler leur famille. Don King soutient ces accusations avec des déclarations publiques et il signe bientôt un contrat avec Mike. Sauf que derrière son dos, le promoteur sournois lance des ragots disant que Robin n'est pas du tout enceinte et que sa carrière de mannequin n'est qu'une arnaque. Un combat important approche, Tyson contre Spinks. Pour une raison quelconque, Mike prend son temps pour se préparer et il n'a pas été à la salle de sport depuis des semaines. Un jour, il vient au club, fait un combat à contre-cœur, puis quitte rapidement le ring. King se met à crier sur le boxeur, l'accusant d'être complètement impréparé au combat. Là, l'ami de Tyson demande à l'entraîneur d'être plus compréhensif, parce que Robin vient de faire une fausse couche. Mais Kevin dit juste à haute voix que la grossesse de Mademoiselle Tyson était fausse et que tout le monde le savait. Mike est furieux et retourne dans le ring sans rien dire. Il invite les athlètes locaux à se battre, leur proposant de l'assommer en 10 secondes. Quand il n'y arrive pas, le boxeur les bat quasiment à mort, un par un. 1988. Tyson entre dans le ring contre le boxeur technique Spinks, qui a de bonnes chances de gagner contre le champion encore invaincu. Avant le combat, Robin remet des documents à King, et quelques minutes plus tard, ils sont remis à Bill. En les lisant, le directeur apprend qu'il est renvoyé. Le combat commence, et Tyson lance immédiatement une attaque puissante. Son adversaire s'accroche pendant un certain temps, mais il perd peu à peu de la coordination. Spinks tombe à genoux, parvient à se lever, mais tombe bientôt sur le dos et reste là, assommé. Mike et Robin sont interviewés par une grande chaîne de télé à leur domicile. Au début, tout va bien, jusqu'à ce que le journaliste demande à Mademoiselle Tyson comment sa vie a changé depuis le succès de Tyson. D'un coup, elle commence à dire que toute sa vie est un enfer à cause de la psychose maniaque dépressive de son mari. Elle l'aime soi-disant pour son côté doux, mais qu'elle ne peut pas imaginer leur avenir ensemble si Mike ne se fait pas aider par un psychologue. Quelques heures plus tard, les flics arrivent au manoir de Tyson et ils l'entendent crier depuis la rue. Robin s'enfuit de la maison avec sa mère et elle se plaint que les policiers ont pris trop de temps. Elle dit que Mike aurait pu les tuer. Le boxeur lui-même apparaît sur le pas de la porte, insultant sa femme, sa belle-mère et les policiers, puis monte dans sa voiture et s'en va. À la télévision, Robin déclare que son mari a menacé de la tuer, qu'il l'a battue, qu'il n'arrête pas de boire et qu'elle n'avait pas plus d'autre choix que de demander le divorce. Tyson regarde tout ça dans le bureau de King pendant qu'il prend des dispositions pour son prochain combat avec Buster Douglas. D'après la conversation, on comprend que Kevin a été viré par le promoteur. 1990. Tyson arrive à Tokyo pour se battre. Les mises sont à 40 contre 1 et tout le monde est sûr qu'Iron Mike gagnera.
La veille du combat, le boxeur boit et s'amuse avec une inconnue dans une chambre d'hôtel. Dès le début du combat, on voit qu'il ne va pas bien. Le boxeur n'arrête pas de se prendre des coups, il rate les siens, et il fait des erreurs. À la fin du 8e round, Tyson arrive quand même à mettre à terre Douglas. Mais Douglas arrive malgré tout à se relever. King est outré et il crie que l'arbitre a commencé à compter trop tard et que l'adversaire de Mike était à terre pendant au moins 15 secondes. Tyson a un œil gonflé et la trousse des premiers soins ne contient même pas de médicaments ou de premiers soins. L'équipe n'a tout simplement jamais envisagé la possibilité qu'il puisse en avoir besoin. Mike rate de plus en plus de coups à chaque manche et au début de la 10e, il tient à peine debout. Il essaie d'attaquer, mais il se fait frapper au visage, perd la coordination et tombe. Il ne se lève pas à temps. Après sa défaite, Mike retourne brièvement à Catskill pour voir Camille et visiter le club de boxe local. Après ça, il part à Indianapolis pour le concours de beauté de Miss Black America. L'apparition du célèbre boxeur provoque une sensation parmi les participants du spectacle. Elle l'invite sur scène et Mike rencontre l'une des mannequins, Desiree Washington. Le soir, le boxeur appelle l'appartement de la femme pour l'inviter à une fête. Elle hésite d'abord, utilisant l'heure tardive comme excuse, et elle lui propose de se rencontrer le lendemain. Tyson répond qu'il sera déjà parti demain. Puis Desiree descend et rentre dans la limousine de Mike. Ils s'embrassent et il mentionne qu'il devra s'arrêter à l'hôtel pour aller chercher son garde du corps. Quand Tyson et Desiree arrivent à l'hôtel, le boxeur l'emmène dans sa chambre. Ils disent qu'ils vont juste y passer une seconde, mais il ferme la porte derrière lui et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé juste après. Mais Desiree a accusé Tyson de viol. Il est condamné à 6 ans de prison et juste après sa libération anticipée, il annonce qu'il reprend sa carrière. D'ailleurs, tu sais pourquoi Iron Mike adorait autant les pigeons? Il y a une histoire assez tragique derrière ça en vrai. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et on verra ceux qui s'y connaissent vraiment. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour que tu aies toujours quelque chose à regarder avec ton popcorn.